Merci à tous et à tous d'être venus. Nous avons, à l'initiative du Premier ministre, son Excellence Christophe-Joseph Marie Dabiré, décidé donc que nous ferons un point de presse pour commencer quotidien, afin de vous donner chaque jour à 10 heures dans cette salle-là l'évolution donc de l'épidémie du Covid-19 dans notre pays. Je voudrais justement vous demander, partant de cela, étant donné l'extrême sensibilité et volatilité de la question, de prendre soin justement de vérifier un certain nombre d'informations auprès donc du SIG, qui est aujourd'hui désormais le point central de la communication du gouvernement sur cette question, en partenariat donc avec le ministère de la Santé, de pouvoir vérifier ces informations avant de les balancer. Demander également de ne pas être les relais de ces infox qui inondent maintenant nos réseaux sociaux et qui, malheureusement, sont parfois le fait de personnes qui veulent utiliser cette période de tension liée notamment à la question sanitaire à d'autres fins et à d'autres objectifs. Nous avons avec nous aujourd'hui un des responsables de la riposte qui a été mise en œuvre par notre pays et je voudrais donc inviter le professeur à venir prendre la parole et à vous faire, comme nous le ferons chaque jour, le point de la situation. Il répondra ensuite à vos questions liées à la maladie. Et si vous avez des questions liées aux autres aspects de la prise en charge de cette épidémie-là, je serai là pour vous répondre à ces questions. Professeur. Alors, comme vous le savez, le Burkina Faso, dans un contexte de pandémie à coronavirus, a enregistré ses premiers cas depuis le 9 mars 2020. Le 17 mars 2020, c'est-à-dire hier, nous avons enregistré le premier cas à Bobo et 7 nouveaux cas à Ouagadougou, ce qui porte à 27 le nombre de malades, dont 15 femmes et 12 hommes. Il faut signaler que 5 cas suspects ont été prélevés le 17 mars et nous sommes dans l'attente des résultats. Pour ce qui concerne le suivi des contacts, je vous rappelle ce que c'est que des sujets contacts. Il s'agit de personnes vivant dans le même ménage qu'un patient Covid-19 dans une période de 14 jours après l'apparition des symptômes. Il y a également parmi les contacts les personnes ayant voyagé avec un patient Covid-19 dans tout type de moyens de transport. Également des personnes travaillant à proximité ou ayant partagé le même environnement clos qu'un patient à Covid-19. Et enfin, de personnes ayant dispensé des soins directs aux patients Covid-19, travaillé avec des professionnels de santé infectés par le Covid-19, visiter des patients ou rester dans le même environnement proche d'un patient Covid-19. Pour ces derniers, donc je parle des contacts, nous avons un cumul de 231 contacts. Et les sorties après 14 jours de suivi sont au nombre de 90. Et les contacts à suivre étant donc, si vous déduisez, au nombre de 141. Il reste que ces chiffres sont très dynamiques, d'autant que la totalité de nos patients proviennent de la communauté et non des postes frontaliers, c'est-à-dire les aéroports, les voies routières et ferroviaires. Donc, en dehors de la recherche et du suivi des cas contacts, toutes les personnes malades sont prises en charge au niveau des centres de référence pour les cas graves. Les cas les moins graves sont pris en charge au niveau périphérique ou à domicile. Malheureusement, pendant que nous nous apprêtions à annoncer les premières guérisons chez des patients dont les contrôles devront rentrer aujourd'hui même, nous avons enregistré dans la nuit du 17 au 18 mars 2020, précisément à 23h25,
le décès d'une patiente de 62 ans, diabétique, qui était sous réanimation. C'est le lieu d'interpeller toutes les personnes porteuses de TAR, que ce soit les diabétiques, les insuffisants rénaux, les insuffisants respiratoires, etc., à nous appeler ou à nous contacter en cas d'exposition au Covid-19 au numéro suivant 01 60 89 89 52 19 53 94 et très prochainement, ça sera le 35 35. Cet événement tragique, à mon sens, nous interpelle tous sur l'ampleur et la gravité du problème auquel nous sommes tous confrontés. Il s'agit en effet d'une maladie très contagieuse, potentiellement mortelle et qui n'a pour le moment pour seul traitement que la prévention. Je vous remercie. Elle dit qu'elle s'appelle Sam, elle est une journaliste canadienne. Elle a quelques questions à l'endroit du conférencier du jour. D'abord, c'est concernant les mesures qui ont été prises par le gouvernement, notamment la fermeture des écoles. Et elle constate que les mosquées, les églises, jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas une mesure qui va, en tout cas, dans cet état de... Et éventuellement, elle voudrait savoir le centre d'accueil, c'est-à-dire de ceux qui sont affectés par le virus courant. Et la disponibilité également des centres d'accueil de ceux qui sont affectés par le virus. Nous avons effectivement un laboratoire de référence qui est à Bobo-Dioulasso, un laboratoire national qui est donc capable de faire le dépistage. Et également, nous sommes sur le point d'obtenir un deuxième point de diagnostic qui est Ouagadougou. Et je pense que dans les jours prochains, notamment d'ici la fin du mois de mars, le centre de Ouaga sera également opérationnel pour les diagnostics de cette étude. Conformément à nos directives, lorsque le patient est dépisté, il est d'abord isolé au niveau du lieu où il est dépisté, décentralisé. Et ça, c'est suivant nos directives. Et s'il est confirmé, en fonction de la gravité de son cas, soit si c'est un cas bénin, il est traité à ce niveau, et si son cas est plus grave et nécessite des moyens plus compliqués, il est acheminé à un échelon supérieur, et à Ouagadougou, c'est par exemple sur le site de Tengango. Hugues Sama du quotidien L'Observateur, Palga. J'aimerais savoir si parmi les nouveaux cas, est-ce qu'il y a des soignants? Autrement dit, est-ce qu'il y a du personnel de l'hôpital Yaлагado qui est touché par cette maladie? Tout le monde est concerné par cette maladie. Même dans ma propre équipe, il y a des gens qui ont été touchés. Tout le monde est touché. La maladie n'a ni de profession, ni de religion, ni de conditions socio-économiques. Ça nous concerne tous. Mon nom c'est Vincent Bado, je suis journaliste freelance. J'ai quelques questions. La première, est-ce que je peux avoir des précisions sur la personne décédée, c'est-à-dire est-ce que c'était à Ouaga, c'était où exactement? La deuxième question, c'est sur notre capacité en termes de lits d'hospitalisation, parce qu'on a pu voir, ça peut être des rumeurs sur les réseaux sociaux, sur le fait que nous n'avons pas une grande capacité pour hospitaliser les gens. Qu'en est-il exactement? Combien est-ce que de lits sont suffisamment, j'allais dire, calés pour prendre en charge des personnes donc, infectées? La troisième question, c'est est-ce qu'on peut avoir des chiffres sur les personnes guéries? La quatrième question, c'est sur les vols. Jusqu'à présent, on n'a pas vu de mesure d'interdiction des vols. Et là, je vous pose la question en tant que technicien, parce que le gouvernement a répondu en disant que c'était des aspects socio-économiques qu'il fallait prendre en compte. Est-ce qu'en tant que technicien, cette mesure-là se justifie? Le fait qu'on n'interdise pas les vols donc, en provenance des pays qui sont touchés gravement. Donc voilà la question que j'avais. Merci. Je répondrai aux questions purement cliniques qui relèvent de mes compétences. Quant aux autres questions, Son Excellence vous répondra. Alors pour ce qui concerne la patiente, il s'agit d'une patiente de 62 ans qui avait donc une TAR connue, qui était diabétique. Il faut savoir que pour cette maladie, généralement l'évolution, le pronostic est fonction également des TAR qu'on a. Et cette patiente malheureusement était diabétique. Et donc, on pense que l'évolution a été défavorable parce que probablement, vu tard,
mais également parce qu'il y avait une comorbidité. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs incité les personnes qui avaient des tares, lorsqu'ils pensent qu'ils ont un problème respiratoire qui pourrait être lié au coronavirus, de nous appeler. Alors, pour notre capacité d'accueil, vous pouvez vous rassurer, à ce jour, nous ne sommes pas débordés. De toute façon, les familles qui sont concernées le savent. Mais de toute façon, nous avons anticipé. Nous avons anticipé de sorte qu'aujourd'hui, nous avons même expérimenté la possibilité de prendre en charge les cas simples à domicile. Et ça se passe très bien. Donc, à ce jour, nous ne sommes ni dépassés par les capacités d'accueil, ni dépassés par les moyens de prise en charge. Merci. Donc, Sophie Douce, journaliste pour Le Monde. Il me semble qu'il y avait une question par rapport au nombre de tests disponibles. Combien de tests disponibles à travers le pays? Et je voulais savoir aussi si, à ce rythme-là, on pouvait prévoir une anticipation. Enfin, est-ce que vous anticipez peut-être un pic de cas dans les semaines à venir, comme on peut le voir peut-être en Europe ou dans d'autres pays? Voilà, quelles sont vos perspectives concernant l'épidémie? Merci. Alors, pour les tests disponibles, vous pouvez vous rassurer. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas débordés. Et les tests que nous avons peuvent couvrir suffisamment les malades que nous avons, et les suspects que nous avons. Et nous avons un certain nombre de pays qui collaborent avec nous et qui vont renforcer cette capacité-là. Vous pouvez être rassuré qu'il n'y aura pas de rupture. Alors, évidemment, cette épidémie, comme vous le savez très bien, est imprévisible. Surtout que nous avons une porte d'entrée qui est la porte d'entrée qui est communautaire. Et c'est quand on voit le mode de vie communautaire qui nous concerne, notre mode de vie qui est assez communautaire, ça fait que, évidemment, quand on rentre par cette porte-là, on peut s'attendre vraisemblablement à donc, un pic. Mais nous nous préparons à ça, c'est pour ça que nous avons anticipé pour donc, les moyens de diagnostic. Nous avons anticipé sur l'élargissement de nos capacités de prise en charge et nous avons expérimenté la prise en charge des cas non compliqués à domicile. Merci. Maintenant, les questions qui sont liées à la périphérie donc, de la question sanitaire, je pense qu'il faut simplement que nous replacions les choses dans leur contexte. Il y a eu une information qui est parvenue donc à notre ministère de la Santé sur la possibilité d'avoir des cas de personnes suspectes en termes de porteuses donc, du Covid-19 au niveau d'un vol qui arrivait. La question première qui est mise en œuvre, c'est la question de la protection des populations. Et donc, partant de ce fait-là, le ministère de la Santé a décidé donc un certain nombre de mesures à mettre en œuvre. Tout le reste, pour moi, n'est que périphérique et accessoire. Parce que la question essentielle, c'est de savoir, avec, comme l'a dit le professeur, une porte d'entrée qui est communautaire, est-ce que nous n'allons pas veiller à ce que, justement, les portes d'entrée autres, notamment les personnes qui viennent d'ailleurs, soient mieux mises en place. Quand nous décidons de garder les aéroports ouverts, l'obligation, c'est une mesure comme celle-là. Donc, il n'y a pas de confusion. Il y a eu certainement des petites coquilles dans la communication par-ci, par-là, y compris de notre côté comme du côté du partenaire chinois. Mais dans tous les cas, les deux entités sont intéressées par une chose: protéger la population burkinabé, protéger la propagation de la maladie. Il y a des tests, comme a dit le professeur, qui sont suffisants pour prendre en charge les populations. Voilà. Et il a développé également tout ce qui a été mis en œuvre pour la question des lits, des possibilités d'hospitalisation, etc. Je pense que nous avons un plan qui était de préparation, qui est passé aujourd'hui à la riposte, qui prend en compte ces aspects-là. Et comme a dit le professeur, ceux qu'on a sont suffisants et d'autres partenaires s'annoncent pour nous accompagner dedans. Donc il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Ok, la deuxième question. Nous avons combien de ventilateurs dans notre pays concernant le coronavirus? Ça, c'est une question très scientifique. Le professeur reviendra. Mais je pense que beaucoup de nos cas, aujourd'hui, ne nécessitent pas de la ventilation. Si je ne me trompe pas, je pense que depuis que les situations sont là, il y a eu 1 ou 2 cas seulement qui ont nécessité cet aspect-là. Mais le professeur pourra revenir plus précisément sur cette question. Merci. Ce que je voudrais dire, c'est que nous avons adopté en Conseil des ministres, il y a une dizaine de jours, un plan de riposte. Et dans ce plan de riposte-là, un certain nombre de décisions fortes ont été prises, notamment l'acquisition d'un certain nombre d'éléments matériels au niveau de la protection, au niveau des moyens de prise en charge, qui sont d'ailleurs mis en œuvre de façon très diligente afin justement de
compenser le gap qu'on peut avoir entre un certain nombre de besoins exprimés par les structures sanitaires et ce que nous avons sur le terrain. Maintenant, la dernière question. En dehors des mesures qui sont en vigueur, quelles sont d'autres mesures que le gouvernement prévoit entreprendre? Nous avions normalement un conseil des ministres ce matin. Il a été reporté parce que demain, il y a un comité de gestion de l'épidémie qui réunit donc autour de son Excellence le Premier ministre, les ministres directement impliqués et les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans le processus. Au sortir donc de ce comité-là, un certain nombre de propositions seront transmises au Conseil des ministres ou directement à son Excellence le Président du Faso pour une mise en œuvre diligente. Mais je pense qu'il y a une évaluation qui est faite et c'est par rapport à cette évaluation-là que les décisions seront prises. Aujourd'hui, on voit les produits tels que les produits hydroalcooliques, les masques, dont les prix ont explosé. On voit que le gouvernement ne dit rien. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications? Le gouvernement ne dit rien. Je pense que là-dessus, Madame le ministre, professeur Luguet s'est exprimé N et N fois. Aujourd'hui, elle a donné, c'était je pense, il y a avant le Conseil des ministres dernier, elle a rencontré les pharmaciens, les responsables des structures, pour leur dire, ce gel-là, on peut le fabriquer même localement. Et les pharmaciens, de par leur formation, doivent être capables de produire ça. Vous savez, dans le monde entier, c'est la situation qu'on a connue. Bon, en ce qui concerne le port des masques, elle a expliqué que même s'il est souhaité, il y a des périodes précises qui sont les plus indiquées. Je pense que peut-être je demanderai au professeur de venir préciser ces aspects-là. Mais quoi qu'il en soit, le gouvernement travaille à résorber ces questions-là. Je pense que, comme j'ai répondu tout à l'heure à la question de votre collègue, il y a un plan qui est mis en œuvre pour l'acquisition de tout ce qui est élément dans la prise en charge nécessaire et urgent. Y compris, par exemple, vous avez lu sur les réseaux sociaux qu'un certain nombre d'acteurs au niveau de la police, par exemple, se plaignaient. Ces questions-là sont en train d'être résolues extrêmement rapidement pour faire face à leurs besoins et pouvoir assurer donc un minimum de garantie de sécurité sanitaire, à la fois pour eux, mais également pour les personnes dont ils ont en charge le contrôle. Donc le gouvernement ne regarde pas faire. J'aime bien quand vous posez cette question-là, mais quand vous allez regarder dans vos archives, Madame le ministre a dû répondre au moins 4 ou 5 fois à cette même question-là. Non, la surenchère, je pense que le ministre en charge du commerce a mis ses équipes sur la place. Mais je pense aussi, j'ai vu d'ailleurs que la société notamment qui produit un des gels les plus vendus au Burkina a dit que les prix n'avaient pas été changés. Après, c'est notre avidité individuelle contre notre sens de l'engagement et de la défense d'une cause nationale. Donc ça, vous savez, vous avez 1000 hommes, vous aurez toujours à l'intérieur des hommes qui feront passer la cupidité par rapport à l'intérêt national. Et il faudrait simplement que la répression qui va être mise en œuvre puisse les toucher et les ramener au bon sens et au bon droit. Koumbem Idrissa, Radio Liberté. Oui. Ok. Donc, Monsieur le ministre, j'aimerais savoir, avec 27 cas et un décès, est-ce que la fermeture des frontières terrestres et aériennes est en étude au niveau du gouvernement, oui ou non? Et la deuxième question, c'est peut-être au professeur. Ça, c'est une question un peu technique que je veux comprendre. On sait que, comment dirais-je, il faut au moins 14 jours pour contracter, avant que les signes ne se manifestent concrètement de la maladie. J'aimerais savoir, quelqu'un qui a contracté le virus, la période, le temps que ça peut prendre, si la personne pourrait être guérie, et il peut prendre combien de temps concrètement? Toujours dans le volet sanitaire, et selon certaines informations, il y a une épidémie de rougeole dans les balais. Alors, qu'est-ce qui est fait également à ce niveau? Merci. La première question qui m'était destinée, c'était la fermeture des frontières terrestres et des frontières aériennes de notre pays. Il y a un comité qui est là, qui va évaluer. Il y a un certain nombre de mesures. Je voudrais rappeler que le ministre en charge des Transports discute assez souvent avec les acteurs du secteur. Il les a rencontrés, il y a un certain nombre de discussions qui sont en cours. Si, dans l'évolution de la maladie, les techniciens nous disent qu'il est nécessaire maintenant d'avoir des restrictions à l'entrée du territoire, on va le faire. Mais il ne faut pas perdre un aspect important, c'est que beaucoup de pays ont décidé de le faire, parfois de façon assez drastique. D'autres ont décidé de filtrer les entrées. D'autres ont encore décidé de réduire un certain nombre de mouvements. Chaque pays développe une stratégie par rapport à ce qui peut être l'intérêt le plus important de son pays. Et je pense que dans l'évolution des mesures, si les techniques nous disent qu'on doit arriver à ces mesures-là, nous y arriverons.
Ce n'est pas que le Burkina ne veut pas fermer ses frontières, c'est que le Burkina fait le point et estime, en faisant la balance, comment nous gérons la situation, est-ce que c'est nécessaire de fermer, qu'est-ce que nous mettrons en contrepoids à l'intérieur, etc. C'est pareil pour les questions liées notamment à la fermeture qui avait été posée, la fermeture des écoles, et nous avons maintenu les mosquées, les lieux de culte et les marchés ouverts. Dans certains pays, on vous dit, on ferme les commerces non essentiels. Parce qu'on ne peut pas tout fermer. On ne peut pas tout fermer. On ne peut pas arrêter de vivre aussi. Même pour avoir accès à des médicaments, il faut aller en pharmacie. Vous fermez les pharmacies, comment on fait? Donc, dans le même temps, nous avons décidé de fermer les écoles. Nous avons eu un accompagnement très fort, et il faut les féliciter, des coutumiers qui réfléchissent à la question, qui ont avancé un certain nombre de mesures, et nous regardons la situation au niveau donc du Chorus évoluer. Ils nous font des rapports, et par rapport à cette évolution-là, les acteurs, y compris au niveau des communautés comme au niveau du gouvernement, peuvent être amenés à prendre des décisions. Donc il ne faut pas s'inquiéter pour cela. Nous sommes dans une responsabilité, dans une connaissance effective de ce qui est en train d'être mis en œuvre. Dernière question. Comme on a la chance d'avoir avec nous un technicien, c'est pourquoi je posais la question, est-ce que lui, en tant que technicien, peut nous dire quelles peuvent être les conséquences de maintenir les vols à l'étape actuelle? La deuxième question, c'est en rapport avec le couple Karambiri. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur l'évolution de leur état de santé? Est-ce qu'ils sont guéris? Est-ce qu'ils sont toujours hospitalisés? La troisième question, c'est à Monsieur le ministre. On sait que les partenaires sociaux sont en grève. Ils prévoient les jours à venir des grèves sans service minimum. Donc, au niveau du secteur de la santé, cela pourrait avoir des conséquences, j'allais dire, dommageables sur la vie des populations. Est-ce qu'il y a des mesures d'anticipation au niveau du gouvernement? Merci. Merci. Je pense que le professeur va répondre à un certain nombre d'aspects. Mais je pense que sur les questions essentiellement du coup Karambiri, il ne vous dira pas s'ils sont guéris ou pas. Je ne sais pas pourquoi vous voulez qu'on dise s'ils sont guéris, ils vont vous dire qu'ils sont guéris. Il y a quand même un minimum aussi de respect de la personne qu'on met en œuvre. On ne va pas pousser au voyeurisme. Le monsieur, il a pris sur lui d'appeler sa communauté à ne plus aller à l'église. Il a fermé son église. On vous dit que la personne qui est décédée, on ne vous a pas dit le nom de la personne, mais il y a une personne qui est décédée. Si les personnes sont guéries, on vous dirait qu'elles sont... Mais pourquoi vous voulez qu'on vous dise c'est telle personne qui est guérie? La personne vous dira si elle est guérie ou pas. Je pense qu'il ne faut pas que nous tombons dans un voyeurisme. Ce n'est pas parce qu'on me dit telle personne a dit qu'il est malade en Europe que nous on va faire la même chose chez nous. Il faut faire attention à ne pas tomber dans un voyeurisme parce qu'il y a un respect quand même de la personne, il y a un respect de l'entité. Après, le médecin, il vous dira s'il peut vous donner les noms ou pas. Ça, c'est important. Deuxièmement, je crois qu'il ne faut pas non plus penser que fermer les frontières, c'est une panacée. Vous avez vu ce qui se passe en France. Ils ont fermé la ville, ils ont fermé les frontières, les gens quittent la ville pour aller en campagne. Donc, ils vont prendre la maladie en ville pour amener ça en campagne. On va dire aux gens de rester chez eux, de ne plus bouger. Je pense que chacune des mesures que l'on prend peut avoir des aspects positifs comme des aspects négatifs. Il faut regarder le juste milieu en mettant en avant la protection première de la santé des populations. Le mimétisme à tout vent n'est pas forcément la chose la plus nécessaire. Il y a des bonnes pratiques sur lesquelles nous pouvons regarder et voir comment nous bénéficions de la bonne pratique mise en œuvre par certains pays, comment nous bénéficions également des erreurs d'autres pays pour nous enrichir et éviter que nous connaissions un chemin chaotique dans la résolution de cette maladie. Professeur, il y avait 2 dernières questions qui vous sont adressées. Si vous pouvez répondre et puis on va y mettre un terme. Alors, je commence par la dernière interpellation. Ce qui nous concerne et nous intéresse, ce n'est pas tant la relation filiale de nos patients, mais plutôt le facteur épidémiologique. Et je crois qu'il conviendrait qu'on parle de cas et non pas de cas Karambiri. Je crois que ce n'est pas du tout éthique et ça n'obéit pas du tout au secret médical. Alors, pour ce qui concerne, en ce qui concerne combien de temps, vous me demandez le temps de négativation. Il faut savoir que la guérison est actée par la négativation des tests. Alors, et la négativation est fonction des capacités, on vous l'a dit, il n'y a pas de médicament propre pour le virus. Donc, c'est fonction de la capacité individuelle à se défendre. Donc, au bout d'une semaine déjà, on peut faire un contrôle. Et quand c'est négatif, on attend encore une semaine
ou un peu avant, il faut 2 contrôles négatifs pour estimer que la personne est négative et puis la sorte. Donc la guérison est beaucoup plus actée par donc, un test biologique qu'un facteur temps. Donc il y en a qui peuvent mettre plus de temps que d'autres. Alors, concernant, je crois, les respirateurs, faites attention à ce que l'arbre ne cache pas la forêt. Quand vous prenez cette maladie, elle est bénigne dans 80% des cas. Et en dehors de ça, elle est symptomatique dans 20% seulement des cas. Et parmi ces 20%, il y a peut-être autour de 5% qui vont présenter des formes très graves. Et parmi ces 5%, il y a peut-être 1% qui vont présenter des formes qui méritent un respirateur. Alors, regardez le nombre de patients qu'on a pour une personne qui d'ailleurs est venue tard, qui a mérité donc d'être appareillée. Donc, non seulement nous l'avons appareillée, mais nous avions la capacité d'appareiller encore d'autres personnes. Et rien que ce matin, rien que pour ce seul centre, il y a 3 respirateurs qui viennent d'être convoyés pour ce seul centre. Donc, pendant qu'il y avait même des respirateurs pour d'autres personnes. Donc, ne vous inquiétez pas. Le problème, il ne faut surtout pas que l'arbre cache la forêt. Alors, c'est la même chose pour les masques. Je suis médecin, je suis infectiologue. Et vous pensez que je voudrais mourir? C'est moi qui devrais... Je ne voudrais pas mentir et mourir? Ah non, j'aime aussi la vie comme vous. Pourquoi je n'en porte pas? Effectivement, peut-être qu'on n'a pas suffisamment communiqué, mais je vais voir avec nos commissions pour qu'on communique davantage sur le port des masques. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit porter des masques. D'abord, les masques ne vont pas suffire. De toute façon, quel que soit le pays, les masques ne suffiront pas. Mais en réalité, ça participe aussi à une psychose. Donc, ce n'est pas n'importe qui doit porter des masques. En fait, on peut porter un masque, par exemple, quand on sait qu'on a une personne contact et on est à l'isolement et on a peur de contaminer quelqu'un. On peut porter un masque quand on part pour, par exemple, visiter quelqu'un. Nous, par exemple, on rend visite au sujet contact pour voir comment il se porte. On peut porter un masque pour pouvoir les rencontrer. Lorsque un médecin doit prendre en charge ses patients, il peut porter des masques, etc. Mais on voit que ça participe à un phénomène un peu psychotique international et tout le monde porte des masques. Vous pensez que si c'était aussi nécessaire, nous nous serions présentés, moi me présenter devant vous, qu'est-ce que ça me rapporte de venir me présenter devant vous sans masque pour aller après mourir? Donc je pense qu'il faut faire attention et ne pas aussi vous laisser emporter par la psychose. Donc nous sommes au terme. Il y avait une question sur les partenaires sociaux, sur la grève qui est sans service minimum qui est annoncée. Je pense que les partenaires sociaux sont des acteurs responsables. Vous avez vu comment, dans la situation notamment, j'ai vu que dans les balais, ils ont décidé d'arrêter un certain nombre de mouvements pour permettre la prise en charge sanitaire. Je pense que tout le monde a conscience que nous sommes dans une situation qui est grave, y compris les partenaires sociaux, et que les contradictions que nous avons au niveau des questions de revenus, de rémunération, etc., deviennent subsidiaires par rapport aux questions de santé publique. Et les partenaires le savent. Donc, sur ce point-là, je n'ai pas d'inquiétude particulière, d'autant plus que le gouvernement également, dans sa préparation donc, de toutes ces situations-là, prend des dispositions pour éviter justement que les populations, notamment dans le cadre de la santé, soient pénalisées par des mouvements quels qu'ils soient. Voilà donc pour ce premier point-là. On va s'arrêter là. Demain matin, 10h, nous aurons un autre point qui vous fera donc l'évolution de la maladie. Et si vous avez d'autres questions à ce moment-là, vous pourrez les poser. Merci à tous et bon retour dans vos rédactions, en appliquant bien sûr les principes de précaution qui sont édictés à la fois par l'OMS et par le ministère de la Santé.